Donc ce soir, dans ma présentation, je vais parler de l'apport des sciences du comportement à la psychologie politique et en l'illustrant avec le cas du comportement de redistribution. Alors, j'ai mis deux logos dans cette diapositive. J'ai mis celui de l'Université de Lorraine et celui du Centre d'économie de la Sorbonne, qui est un laboratoire d'économie de Paris 1 et du CNRS, puisque la recherche que je vais présenter ce soir a été réalisée en collaboration avec deux collègues du CES, donc qui sont Jean-Christophe Vergniaud et Vincent de Gardel. Alors, dans une très brève introduction, je voudrais rappeler une citation de quelqu'un qu'on peut considérer comme un pionnier de la psychologie politique en France, qui est Gustave Le Bon. Citation dans laquelle il nous dit que l'une des plus fréquentes sources d'erreurs politiques est d'attribuer des causes uniques à des causes uniques des événements issus de causes nombreuses et compliquées. Et à mon sens, cette erreur se produit également lorsqu'on étudie les comportements politiques. Erreur par laquelle on aura tendance à privilégier quelques grands facteurs isolément et donc au détriment de tout un ensemble d'autres facteurs qui mériteraient d'être pris en compte. C'est ce que soulignait Anna dans son introduction. Les comportements politiques étant des phénomènes complexes, ils requièrent en tant que tels une approche interdisciplinaire dans laquelle on va croiser les regards de sociologues, de psychologues, d'économistes, de juristes, de philosophes ou encore de politistes. Et donc, comme le soulignait Anna, c'est une approche, c'est un état d'esprit qu'on essaye de mettre en œuvre et de mettre en avant dans ce séminaire. Donc, à mon sens, dans cette perspective, cet état d'esprit interdisciplinaire, les sciences du comportement peuvent apporter un éclairage utile, qui n'est qu'un éclairage, hein, bien sûr, mais néanmoins utile, et à la fois au plan théorique et méthodologique. Alors là, avant de présenter l'étude en question, je vais dire quelques mots de l'apport méthodologique des sciences du comportement à la psychologie politique. Et cet apport concerne l'usage de l'expérimentation. Donc Anna a souligné qu'effectivement, les sciences sociales ont des traditions méthodologiques différentes. Dans les sciences du comportement, l'expérimentation fait partie de l'arsenal méthodologique que les chercheurs utilisent, avec l'idée sous-jacente que bien que les comportements soient souvent complexes, et en particulier les comportements politiques, les résultats qu'on observe dans des situations expérimentales peuvent nous apporter des insights, des éclairages sur ces comportements. Ces situations expérimentales sont des situations simplifiées, je vais en donner des exemples après, simplifiées, qui reproduisent très imparfaitement les situations réelles, mais néanmoins, on pense qu'elles peuvent nous apporter des éclairages utiles. Alors, pour illustrer cette prise en compte de l'expérimentation et comment elle peut nourrir une discipline, on a un exemple avec le courant de l'économie expérimentale en économie. L'économie est une discipline qui historiquement, traditionnellement, a été dominée par une approche théorique, appuyée sur le modèle néoclassique standard. Mais ces 30 dernières années, l'économie a progressivement fait de la place à une approche plus empirique, plus expérimentale, fondée sur des données. Je vais prendre un exemple concret pour vous illustrer le rôle et l'apport de l'expérimentation. Dans le cas de l'étude de la fraude, j'ai mentionné ici le nom d'une économiste française qui s'appelle Marie-Claire Villeval, qui s'est beaucoup intéressée à ces questions et qui est une pionnière de l'économie expérimentale en France. Alors, dans le cadre de l'approche économique standard de la fraude, donc qui relève de ce qu'on appelle l'économie du crime, qui a notamment été marquée par les travaux d'un grand économiste qui s'appelle Gary Becker, on va considérer le comportement de fraude, à l'instar de tout comportement humain, comme le résultat d'un calcul rationnel. L'individu maximise son gain, son utilité, et le comportement de fraude, en réalité, n'échapperait pas à cette logique rationnelle.
L'idée de l'approche expérimentale, c'est de mettre en œuvre une approche microéconomique dont l'objectif est de mieux identifier les déterminants du comportement de fraude. Dans cette approche économique, on va intégrer à la fois des concepts de la psychologie et l'expérimentation. Alors voilà le genre d'exemple, le genre d'expérimentation que l'on peut utiliser dans le cadre de l'étude de la fraude. On part de la question, d'une question du type « les gens sont-ils honnêtes ?» Bon, c'est une question simple, mais qui en réalité est très complexe. Mais pour apporter des éléments de réponse empiriques à cette question, on peut réaliser ce genre d'expérience. C'est une expérience extrêmement simple qu'on peut appeler l'expérience du dé dans la tasse. On donne aux participants ce petit dispositif, donc qui est une tasse avec un dé dedans et avec un couvercle par-dessus. Le couvercle est tel qu'il y a un petit trou et vous voyez que le participant peut voir le chiffre sur lequel est positionné le dé. Donc on demande aux participants, secouez la tasse, regardez à l'intérieur du trou et dites-moi la valeur du dé que vous avez obtenu. Et le sujet reçoit un paiement qui est directement dépendant du chiffre du dé. Donc vous voyez, si le dé s'est arrêté sur 1, le sujet reçoit 1 euro. Si le dé s'est arrêté sur 2, il reçoit 2 euros, etc. Et si le dé s'est arrêté sur 6, il reçoit 0 euros. 0 $ ou 0 euros. Donc, dans cette situation expérimentale très simple, le modèle standard, néoclassique en économie, prédit que l'individu cherchant à maximiser son gain et en l'absence de contrôle, puisque l'expérimentateur ne peut pas contrôler le résultat du dé, l'individu va tricher, il va mentir, c'est-à-dire qu'il va rapporter la valeur du dé qui rapporte le gain le plus élevé, donc il va rapporter le chiffre 5. Ça, c'est la prédiction du modèle standard. Donc regardons les données qui sont obtenues lorsqu'on fait passer cette expérience à un grand nombre de participants, environ 800. Donc là, ici, on a les 6 valeurs possibles. Donc, ce sont les paiements donc de 0 à 5 euros, et donc qui correspondent aux différents résultats du dé. Et puis ici, on a donc les pourcentages de participants qui ont rapporté le résultat correspondant. En vrai, on voit deux choses intéressantes. D'un côté, si les gens, comme le prédit le modèle standard, étaient foncièrement malhonnêtes, on aurait dû observer 100% ou environ 100% des participants qui auraient rapporté la valeur 5 pour maximiser leur gain. On voit clairement que ce n'est pas le cas. Mais d'un autre côté, si les gens étaient foncièrement honnêtes, s'ils rapportaient vraiment le résultat du dé observé, on aurait dû avoir ce qu'on appelle une distribution uniforme, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir à peu près le même pourcentage, le résultat du dé étant aléatoire, on aurait dû avoir à peu près le même pourcentage pour chacune des 6 valeurs. Et on voit que ce n'est pas le cas, on voit qu'effectivement, les 2 valeurs les plus rapportées sont celles qui rapportent le plus aux participants, c'est 4 et 5. Voilà. Donc, ce que montre cette expérience très simple, c'est 2 choses. C'est que d'un côté, les gens ne sont ni foncièrement malhonnêtes, mais ni foncièrement honnêtes. C'est-à-dire que la réalité, comme c'est souvent le cas, est entre les deux. Mais en tout cas, on voit que cette expérience nous révèle au moins que le modèle standard, suivant lequel les gens sont parfaitement rationnels et maximisent leurs gains, ne tient pas. Alors, en économie, on utilise des situations expérimentales types qu'on appelle des jeux économiques. Alors, il y en a un certain nombre. Je vais vous en présenter 2 sur lesquels je reviendrai après. Un premier jeu économique, c'est le jeu de l'ultimatum, qui implique 2 joueurs, un proposant et un répondant. La situation est très simple. On donne au proposant une certaine somme. Ici, c'est 10 euros. Le proposant va faire une offre au répondant et celui-ci peut soit accepter cette offre ou soit la refuser. S'il l'accepte, le répondant reçoit l'offre du proposant, donc X, et le proposant garde 10 moins X. Et s'il refuse l'offre, les 2 joueurs ne reçoivent rien. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un jeu ultimatum, c'est à prendre ou à laisser. Le modèle standard prédit la chose suivante. Les 2 joueurs
sont rationnels, donc centrés sur la maximisation de leurs gains. Donc, le répondant va accepter toute offre supérieure ou égale à 1, puisque cette offre va augmenter sa richesse. Et le proposant, sachant cela, va faire l'offre minimale supérieure ou égale à 1. Donc, en l'occurrence, 1. Donc, le modèle standard prédit un équilibre de Nash dans cette situation, qui est le proposant offre 1 et le répondant accepte. Voilà, ça, si les deux joueurs sont parfaitement rationnels, c'est ce qu'on devrait observer. En réalité, donc ce jeu de l'ultimatum a été fait passer des centaines de fois dans des expériences réelles. C'est-à-dire que les deux joueurs reçoivent effectivement l'argent qui a été mis en jeu. Les méta-analyses montrent que dans ces expériences, l'offre moyenne du proposant correspond à 40% de la somme mise en jeu. Donc dans cet exemple, ce serait 4 euros. Ce qui est bien supérieur à la prédiction du modèle standard. Une variante du jeu de l'ultimatum est le jeu du dictateur. Donc c'est sur cette variante que je reviendrai tout à l'heure. Cette variante est encore plus simple, puisque ici, le répondant est passif, le proposant fait une offre, et cette offre s'applique. Voilà, donc le répondant ne peut rien faire, il est passif. À nouveau, si le proposant était un agent rationnel, cherchant à maximiser son gain, il ne proposerait rien, en fait, au répondant. Il garderait toute la somme pour lui. Ce que montrent à nouveau les études expérimentales, c'est qu'en réalité, la somme moyenne proposée par le proposant correspond à 28% environ de la somme mise en jeu. Voilà, et on peut montrer notamment qu'un quart environ des participants proposent une offre équitable, c'est-à-dire 50-50. Voilà, alors j'en viens maintenant, ce cadre étant posé, j'en viens à mon propos principal ici, qui est le comportement redistributif. Alors face à la montée des inégalités, la redistribution est bien évidemment un enjeu sociétal majeur. Et dès lors, il s'agit de mieux comprendre les déterminants du comportement de redistribution. Quels sont les facteurs qui, au fond, déterminent l'attitude d'un individu envers la redistribution? Quels sont les facteurs qui, par exemple, déterminent notre attitude envers la fiscalité? Voilà, je peux, par exemple, être favorable à une fiscalité forte, visant notamment les hauts revenus, ou je peux, au contraire, être favorable à des dispositifs fiscaux de type flat tax. Et donc, au fond, quels sont les facteurs qui font que mon attitude envers la fiscalité peut aller dans un sens ou dans l'autre? Il y a deux grands types de facteurs. Le premier, c'est l'intérêt personnel. C'est mon intérêt personnel, c'est ma richesse. Donc ça renvoie au modèle économique standard. Effectivement, alors c'est très intuitif. Si je suis une personne riche, par exemple, je suis incité à conserver ma richesse. La redistribution, les mécanismes redistributifs vont ponctionner une partie de ma richesse au profit des personnes moins fortunées. Donc, si visant à maximiser mon gain, à conserver ma richesse, bien sûr, je vais être moins favorable à des dispositifs redistributifs. Et puis, un autre type de facteur renvoie à mes croyances, à mes principes, à mes convictions personnelles. C'est-à-dire, indépendamment de ma situation économique personnelle, j'ai des principes, j'ai des croyances concernant la justice sociale, la justice fiscale, et qui influencent bien sûr mon attitude envers la redistribution. L'un de ces principes, c'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité, qu'on appelle accountability en anglais, qui est l'idée que si les différences de richesse, les différences de fortune entre les gens s'expliquent essentiellement par les circonstances, par le hasard, dans ce cas, le principe de redistribution est parfaitement justifié. Voilà, donc ça, c'est le deuxième type de facteur. Alors, il y a un biais psychologique qui réalise un lien en fait, entre ces deux facteurs. Ce biais psychologique s'appelle le biais d'autocomplaisance. C'est ce qu'on appelle self-serving bias en anglais. C'est un biais bien connu des psychologues
qui est un biais dans l'attribution, en fait, dans l'explication de ses comportements. Un biais par lequel on aura tendance à attribuer ses réussites à ses qualités propres, donc à des causes internes, et à attribuer ses échecs aux circonstances, à des causes externes. Et on voit bien que dans l'attribution, dans l'explication de ses propres comportements, en fait, on est autocomplaisant avec nous-mêmes. Un exemple très simple, voilà, un étudiant qui a une bonne note, bah, c'est parce que, il va se dire c'est parce que je suis bon, et lorsqu'il a une mauvaise note, bah, c'est parce qu'il n'a pas eu de chance. De la même façon, voilà, le sportif qui, lorsqu'il gagne, euh, explique ça parce qu'il est bon, et lorsqu'il perd, c'est la faute de l'arbitre. Voilà, donc en quoi ce biais d'autocomplaisance réalise une jonction entre ces deux facteurs? Si on prend le cas d'une personne riche, par exemple, par le biais d'autocomplaisance, cette personne aura tendance à expliquer sa richesse par ses qualités propres, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai fait des efforts, parce que j'ai pris des risques. Et la personne, cette personne, aura tendance à généraliser cette explication relative à son propre cas et en faire un principe général, au sens où, voilà, quand on réussit, c'est parce qu'on a travaillé, etc. Et donc, voilà, on voit comment une explication personnelle devient un principe, une croyance générale sur les déterminants de la richesse ou de la pauvreté. Alors, il y a eu un test expérimental de ce modèle et de ce rôle du biais d'autocomplaisance. Il s'agit d'une étude réalisée par Bruno Defin, qui est un professeur à Paris 2 et qui a été professeur à l'Université de Lorraine auparavant, chercheur au Bêta. Cette étude a été publiée dans le Journal of Public Economics, et donc ils ont étudié le lien entre le biais d'autocomplaisance et le comportement de redistribution. Je vais vous présenter un résumé de cette étude, puisque l'étude qu'on a réalisée par la suite s'inscrit dans la continuité de cette étude. Dans cette expérience, les participants commençaient par réaliser une tâche, ce qu'on appelle une tâche d'effort, et qui est une tâche très fastidieuse, enfin à la fois très simple et très fastidieuse. Il s'agissait de compter les 1 dans des lignes de 0 et de 1, tout simplement. Il y avait 2 conditions de difficulté auxquelles les sujets étaient assignés aléatoirement, et les sujets étaient rémunérés en fonction de leur performance dans la tâche. Voilà, donc les sujets étaient ce qu'on appelle incités. Ensuite, dans une étape clé, on donnait au sujet un feedback sur sa performance. Voilà, on disait à la personne, par rapport au reste des participants, vous avez fait mieux. Voilà, votre performance est au-dessus de la médiane. Dans ce cas, le sujet recevait le statut de surperformeur. Et sinon, on disait au sujet, voilà, vous avez performé moins bien que le reste des participants, votre performance est en dessous de la médiane, donc vous êtes un sous-performeur. Un point important à noter, c'est que ce statut de surperformeur ou de sous-performeur était déterminé en réalité aléatoirement. Pourquoi? Parce que les sujets qui étaient placés dans la condition facile avaient tous eu une performance supérieure à la médiane, donc étaient tous des surperformeurs. Et même chose pour les sujets qui étaient placés dans la condition facile, eux avaient tous surperformé. Donc, l'assignation dans les 2 conditions étant aléatoire, mécaniquement, le statut était lui-même déterminé aléatoirement. Voilà, donc ça, c'est un point important. Dans un troisième temps, on faisait passer aux participants une mesure du biais d'autocomplaisance, et donc ce qui correspondait à une mesure de fatalisme. En gros, en résumé, on demandait aux participants, selon vous, votre performance dans la tâche est-elle due à l'effort ou à la chance? C'est-à-dire que le fait que vous ayez sur- ou sous-performé par rapport au reste des gens, à votre avis, est-ce que c'est plus dû à la chance ou à l'effort? Et enfin, pour mesurer le comportement redistributif des participants, on leur faisait passer un jeu du dictateur désintéressé. Donc ça renvoie au jeu que je présentais tout à l'heure. Voilà ce qu'on disait aux participants. On leur disait,
Dans l'ensemble des participants à cette expérience, on en a pris 2 au hasard. Chaque participant étant rémunéré en fonction de ses performances, on montrait aux participants voilà, la rémunération de ces deux personnes. Bien évidemment, il y en avait un qui était plus rémunéré que l'autre. On donnait aux participants la possibilité de rééquilibrer cette différence, autrement dit de redistribuer. C'est-à-dire de baisser la rémunération d'un des participants au profit de l'autre. Et donc le score de redistribution, eh bien, c'est tout simplement le pourcentage de la différence de paiement qui est redistribué du sujet le plus riche au sujet le plus pauvre. Voilà, donc ça, c'est une mesure comportementale de la redistribution. Alors voilà les 2 résultats qui ont été mis en évidence par Dauphin, les 2 résultats principaux. Le premier, alors c'est le graphique à droite, le premier, c'est que les surperformeurs redistribuent moins dans le jeu du dictateur que les sous-performeurs. Les surperformeurs, c'est la barre en vert, et les sous-performeurs, c'est la barre en marron jaune foncé. Voilà, donc ça, c'est un premier résultat intéressant. C'est-à-dire que les gens, concrètement, ça veut dire que les participants à qui on a dit « vous avez mieux réussi que le reste des participants », ceux-là redistribuent ensuite moins dans le jeu du dictateur que ceux à qui on a dit « vous avez fait moins bien que les autres ». Voilà. Et le deuxième résultat, c'est que les surperformeurs présentent le biais d'autocomplaisance, c'est-à-dire que lorsqu'on leur demande, selon vous, votre performance est-elle due à la chance ou à l'effort, eh bien, ils pensent que leur performance était davantage due à l'effort que les sous-performeurs. Et donc, vous voyez la logique, ça confirme bien le modèle. Je considère que ma réussite est bien due à mon effort, et considérant cela, je considère que la redistribution est moins légitime. Voilà, donc, cette étude de Dauphin tend bien à confirmer cette partie du modèle supérieur. À partir de cette étude, on a considéré qu'il manque une pièce dans ce puzzle. Et cette pièce manquante est les opinions politiques de la personne. Pourquoi? Parce que, en réalité, cette influence du biais d'autocomplaisance, c'est-à-dire que le fait d'être potentiellement influencé par l'information suivant laquelle on est surperformeur ou sous-performeur, en fait, on peut penser qu'elle est modulée par ces opinions politiques. En effet, si mes préférences, mes opinions politiques sont fortes, il est peu probable que je me laisse influencer par une information de ce type. Précisément parce que j'ai des convictions solides. Et au contraire, si mes opinions politiques sont plus modérées, je peux être influençable, je peux être malléable à ce genre d'informations sur ma réussite à la tâche. Alors c'est précisément ce qu'on a testé dans l'étude que je vais vous présenter maintenant. C'est cette hypothèse que le résultat mis en évidence par Dauphin, cette influence du statut sur ou sous-performeur, est modulée et modérée par les opinions politiques. Ouais, et donc, c'est ce que je mentionnais à l'instant, on a supposé que cet effet du statut devrait être observé chez les personnes qui ont un positionnement politique modéré, mais pas chez celles qui ont un positionnement politique extrême, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, donc, c'est cette étude qui a été réalisée en collaboration avec 2 chercheurs du Centre d'économie de la Sorbonne, Jean-Christophe Vergniaud et Vincent de Gardel. Et donc, on a publié ces résultats l'année dernière. Alors, vous voyez que pour mesurer les opinions politiques des personnes, on a utilisé le contexte de l'élection présidentielle de 2017. En réalité, cette élection majeure, bien sûr, représentait une opportunité pour nous, parce que cette élection, alors ça a été commenté par de nombreux politistes, cette élection a vu le glissement d'un clivage politique vers un autre clivage, vers un nouveau clivage. Le clivage classique, traditionnel, entre la droite et la gauche, s'est effacé au profit d'un nouveau clivage entre le centre, incarné par Macron, et les extrêmes, incarnés d'un côté par Mélenchon et Le Pen.
Pour rappel, au premier tour de l'élection présidentielle 2017, les candidats des deux principaux partis historiques, de la droite et de la gauche, Hamon et Fillon, représentaient à eux deux 25% des voix, ce qui montre un réel glissement de cet ancien clivage vers ce nouveau clivage. Alors, je renvoie ici notamment aux analystes d'un politologue qui est Jérôme Fourquet, dans son excellent livre L'Archipel français, qui a été publié en 2019, et dans lequel il met en évidence, il étaye l'apparition de ce nouveau clivage en 2017. Voilà, et dans ces termes, ce nouveau clivage, alors qu'on peut appeler centre versus extrême, gagnant versus perdant, quoi qu'il en soit, là, ce nouveau clivage a concurrencé, voire supplanté la traditionnelle opposition droite-gauche. Donc, en ce sens, ce clivage centre versus extrême, c'était pour nous l'occasion de tester notre hypothèse. Donc, l'étude a été réalisée entre les deux tours de l'élection présidentielle française en 2017. Donc, notre échantillon comportait 650 sujets environ. Le recrutement des participants a été effectué via le laboratoire d'économie expérimentale de Paris et les réseaux sociaux. Alors, dans un premier temps, les participants réalisaient une tâche de rapidité, c'est l'équivalent de la tâche d'effort dans l'étude de Dauphin, où il s'agit de compter des 0 et des 1. Donc là, ici, il ne s'agissait pas exactement de la même tâche, c'était une tâche équivalente. Ensuite, les sujets recevaient leur feedback sur leur performance, donc c'est le même principe. On disait au sujet, voilà, vous avez, comparé au reste des participants, vous avez sur- ou sous-performé. Et à nouveau, bien sûr, ce statut était assigné aléatoirement. Les sujets passaient ensuite le jeu du dictateur désintéressé. Alors, ce n'était pas exactement la même variante que celle utilisée par Dauphin. Le jeu était le suivant. On disait à chaque participant, voilà, imaginez que les participants aient reçu une somme d'argent en fonction de la performance au test de rapidité que vous venez d'effectuer. Donc, les participants n'étaient pas incités. Contrairement à l'étude de Dauphin, là, c'est symbolique. Voilà. Considérons deux participants A et B. Voilà, imaginez que A a reçu 80 € parce que sa performance a été très bonne, et B a reçu 20 € parce que sa performance a été très faible. Il y a donc 100 € à répartir entre A et B. Si vous aviez le pouvoir de redistribuer ces 100 € entre A et B, comment les redistribueriez-vous? Et donc indiquer la somme que vous donnez à A, B recevant le reste. Et donc, vous voyez, cette situation permet à nouveau de mesurer le comportement redistributif de la personne. Et plus la personne va réduire la rémunération de A au profit de B, plus elle redistribue. Et enfin, les participants répondaient à un ensemble de questions. Alors, bien sûr, dans quelle mesure ils pensent que leur performance à la tâche est due à la chance ou à l'effort? Donc, j'ai mis ici 1 et 7 parce que les sujets répondent sur une échelle en 7 points. On leur demandait également leur préférence, soit pour des revenus plus égalitaires, soit au contraire pour plus d'incitation, donc pour plus de libéralisme. On leur demandait également leur positionnement politique, donc sur une échelle de 1 à 7, 1 représentant l'extrême gauche, 7 l'extrême droite. On leur demande également leur vote au premier tour, leur intention de vote au second tour, et puis un ensemble d'informations sociodémographiques. Je vais vous présenter maintenant les résultats de cette étude. Alors tout d'abord, les caractéristiques de l'échantillon, parce que dans l'étude du comportement politique, les caractéristiques de l'échantillon sont très importantes, et en particulier, est-ce que cet échantillon est représentatif? Notre échantillon était relativement équilibré sur le genre étant une variable non anodine dans l'étude du comportement politique. En revanche, notre échantillon n'était pas représentatif au regard de la catégorie socio-professionnelle, puisque vous voyez que deux catégories étaient largement surreprésentées. Donc en gros, la catégorie CSP+, et les étudiants. Et puis, notre échantillon était pas représentatif sur le positionnement politique, puisque il y avait une surreprésentation des électeurs de Mélenchon, Hamon et Macron, qui à eux trois représentaient 70% de l'échantillon.
Voilà. Donc, en réalité, c'est quelque chose de connu. C'est-à-dire que dans ces expériences scientifiques, enfin de sciences sociales, sur le comportement politique, la plupart des participants, en réalité, sont des participants qui se positionnent à gauche sur l'échiquier politique. Pour des raisons qui restent à déterminer, il se trouve que les gens de droite sont peu enclins à participer à ce genre d'études. En tout cas, c'est un fait. Alors, pour montrer cette non-représentativité de notre échantillon sur le positionnement politique, voilà une figure. Donc là, vous avez les différents candidats qui étaient candidats au premier tour de l'élection présidentielle. La ligne en bleu foncé, c'est les pourcentages que l'on a dans notre échantillon, et en bleu clair, ce sont les résultats réels à l'échelle nationale. Et on voit clairement que notre échantillon n'est pas représentatif, enfin, comporte trop peu de participants qui ont voté pour les candidats de droite au premier tour. Voilà, donc notre échantillon est clairement biaisé à gauche. Une autre information concernant le positionnement politique des participants. En réalité, on a deux informations, deux mesures. On a tout d'abord leur vote au premier tour. Donc là, à nouveau, c'est les candidats au premier tour. Et puis, on a également leur positionnement politique sur l'échelle en 7 points. 1 représente l'extrême gauche, 7 représente l'extrême droite. Alors, quand on croise ces deux informations, ce que montre ce graphique, on voit évidemment qu'il y a un lien entre les deux. Bien sûr. Je ne vais évidemment pas tout commenter. Vous voyez, la ligne en rouge, c'est les participants qui ont voté Mélenchon au premier tour. Et on voit bien que ces participants se positionnent évidemment à l'extrême gauche sur l'échelle en 7 points. Chez les électeurs de Hamon, c'est la ligne en rose, on voit qu'ils se positionnent à gauche, mais plus sur le 2 de l'échelle. Et puis les participants qui ont voté Macron au premier tour, c'est la ligne en jaune, on voit qu'eux, ils se positionnent plutôt au centre-gauche. Donc tout ça est cohérent. Et donc la mesure qu'on a prise en compte, c'est le vote au premier tour. Voilà, alors, un premier résultat concernant le comportement de redistribution. On a un effet significatif du vote au premier tour sur la redistribution. C'est-à-dire comment les gens ont redistribué dans le jeu du dictateur. On voit que le montant alloué à A dans le jeu du dictateur varie en fonction de l'opinion politique. On voit que les électeurs de Mélenchon sont ceux qui ont le plus redistribué. Donc rappelez-vous, plus le montant est bas, plus la personne a redistribué. Les électeurs de Mélenchon ont le plus redistribué. Ensuite, ce sont les électeurs de Hamon. Et ensuite, ce sont les électeurs de Macron. Alors, donc, tout ceci est bien sûr conforme à la littérature, dans le sens où plus on se situe à gauche et plus on est favorable à la redistribution. Et au passage, vous voyez que ceci montre la validité de la mesure comportementale dans le jeu du dictateur du comportement redistributif. C'est-à-dire que ce genre de résultat confirme bien que, même s'il s'agit d'une situation extrêmement simplifiée, ça capture quand même bien quelque chose qui a trait au comportement de redistribution. Concernant maintenant notre point d'intérêt principal, qui était de voir l'effet du statut, donc sur ou sous-performeur sur le comportement de redistribution, nous n'avons pas répliqué l'effet de Dauphin, c'est-à-dire voilà, les surperformeurs redistribuent moins que les sous-performeurs. En réalité, ce qu'on a observé, c'est un résultat plus précis que ça, c'est que les surperformeurs redistribuent moins que les sous-performeurs, uniquement chez les électeurs de Mélenchon. Je vous montre le graphique qui montre ça. Voilà, ici, donc, vous avez les électeurs de Mélenchon, les électeurs de Hamon et les électeurs de Macron. En violet, ce sont les participants qui avaient le statut de surperformeurs, donc ceux à qui on a dit vous avez fait mieux que le reste des personnes. Et en vert, ce sont les participants à qui on a dit vous êtes sous-performeurs, vous avez fait moins bien que le reste des participants. Ici, c'est le montant alloué à A dans le jeu du dictateur, et à nouveau, plus ce montant est faible, plus la personne a redistribué. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'effectivement, le résultat de fin, les
surperformeurs redistribuent plus que les sous-performeurs, ce résultat ne s'est observé que chez les électeurs de Mélenchon. De façon intéressante, on voit que chez les électeurs de Hamon, l'effet s'inverse. Alors, il n'est pas significatif, mais quasiment. Et il va dans le bon sens, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui ont le statut de surperformeurs redistribuent plus que les gens, que les sous-performeurs. Voilà. Et ceci est cohérent. Voilà. Si vous avez une sensibilité de gauche, voilà, favorable à la redistribution, bah, si vous avez fait mieux que les autres, vous redistribuez une partie à ceux qui ont fait moins bien. Et donc, de façon, chez les électeurs de Macron, il n'y a pas d'effet, mais donc de façon surprenante, et donc c'est ça le résultat qui était inattendu, c'est que, bah, en fait, la présence de ce résultat chez les électeurs de Mélenchon est contre-intuitive, en réalité. Voilà, et puis avant d'en venir à la discussion, un dernier résultat, c'est que par rapport au biais d'autocomplaisance, on n'a pas retrouvé l'effet de Dauphin, c'est-à-dire dans notre étude, les surperformeurs ne pensent pas que leur résultat à la tâche est davantage dû à l'effort qu'à la chance. Donc là non plus, on ne réplique pas l'effet de Dauphin. Alors, pour terminer, alors ce genre de résultat, bien sûr, amène une discussion longue et il y a beaucoup de points à discuter. Il y a bien sûr tout un ensemble de limites à cette étude. Des limites qui concernent bien sûr la non-représentativité de l'échantillon, le fait que, bah, au final, ces résultats sont spécifiques au contexte de l'élection de 2017. Si on avait réalisé la même étude dans le contexte d'une autre élection, bah, peut-être qu'on observerait des résultats différents. Et puis, par rapport à l'étude de Dauphin, nos sujets n'étaient pas incités. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas rémunérés réellement en fonction de leur performance à la tâche. Donc nos résultats répliquent partiellement seulement ceux de Dauphin, mais en même temps, ils les précisent, puisqu'on montre que l'effet de Dauphin ne s'observe que chez les électeurs de Mélenchon. La question qui se pose dès lors, c'est pourquoi cet effet ne s'observe que chez ces électeurs. C'est d'autant plus surprenant que, rappelez-vous, dans nos mesures, à la fin, il y avait une mesure de préférence pour des revenus égalitaires ou revenus, ou au contraire pour plus de libéralisme. Et sur cette mesure, bah, il y a une cohérence, c'est-à-dire que les électeurs de Mélenchon affichent une préférence plus marquée pour des revenus égalitaires, sur l'échelle en 7 points, que les électeurs de Hamon et de Macron. Voilà, donc ce qui renforce le caractère surprenant et inattendu de ce résultat. Alors, pour conclure cette étude, au-delà du résultat particulier qui a été mis en évidence, cette étude amène à mieux comprendre, incite à mieux comprendre deux choses. La première, c'est mieux comprendre comment le comportement de redistribution peut être influencé de façon exogène. Et ici, ben, c'est le fait de dire vous avez fait mieux que les gens, mieux que la plupart des gens ou moins bien, mais ça peut influencer votre comportement de redistribution. Et donc, il s'agit de mieux comprendre comment ces influences externes peuvent impacter notre comportement de redistribution. Et deuxièmement, il s'agit de mieux comprendre les différences cognitives et psychologiques entre différents groupes politiques, et en particulier leur influençabilité. Voilà, puisque, à nouveau, nos résultats suggèrent en tout cas, que les électeurs de Mélenchon étaient ici plus influençables, plus sensibles à l'information sur le statut que les électeurs de Hamon ou de Macron. Voilà, et concernant ce dernier point, et j'en terminerai par là, concernant le fait d'étudier les différences psychologiques entre différents groupes politiques, je montre ici le titre d'un article assez récent, et qui pose la question de savoir est-ce qu'il est impoli de discuter des différences cognitives entre libéraux et conservateurs. À mon sens, la réponse à cette question est non. Ce n'est pas impoli du tout. Étudier les différences cognitives entre les différents groupes politiques est une question
scientifique comme une autre, et d'où l'importance de la psychologie politique. Et j'en terminerai par là. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment, Vincent. Avec cette dernière question, elle est particulièrement drôle, effectivement. Bien, donc parmi les questions dans le chat, nous avons Jean-Christophe Weber qui veut savoir si les mélenchonistes sont-ils des aristocrates qui s'ignorent. Moi, j'ai une autre interprétation de cette réaction des mélenchonistes, mais effectivement, je rejoins cette question fondamentale. Bah, quelle est ton interprétation, hein, Vincent, de ce comportement? Parce que là, j'aimerais bien ajouter quelque chose au sujet beaucoup plus général que la psychologie, mais précisément au sujet de la philosophie politique. C'est peut-être, on pourrait introduire ici la notion de l'absence de reconnaissance dans le public de Mélenchon. Reconnaissance au sens hegelien, reconnaissance au sens d'Axel Honneth, on peut revenir à cette question, mais à chaud, quelle est ton interprétation de ces phénomènes? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et en réalité, quand cette question permet de souligner, enfin, c'est précisément sur ce genre de questions et de discussions qu'on voit l'intérêt de croiser les regards. Parce que quand on a un background de sciences du comportement, sciences cognitives, en fait, je pense qu'on a la focale est assez restreinte. Donc, quand on cherche à comprendre à expliquer ce genre de résultats inattendus, en fait, on est relativement peu armé conceptuellement. Donc, tout ça pour dire concrètement que j'ai pas vraiment d'explication en réalité à cette. Alors bon, dans l'article, on a mis en avant des explications, mais qui sont davantage des biais méthodologiques. Alors, effectivement, une explication de fond, ça peut être que, est-ce qu'il n'y a pas au final, chez les électeurs de Mélenchon, en tout cas en 2017, est-ce qu'il n'y a pas une part d'affichage et qui, en réalité, cache un petit peu des motivations un peu moins avouables, en tout cas, Non, d'ordre. non, 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 vraiment. Je pense on peut se passer complètement du principe, de cette idée d'hypocrisie. Je pense qu'on peut adopter une Non, non, mais tentative au moins d'une interprétation charitable, non? bien sûr, hein, je provoquais par là. Mais non, non, en fait, très honnêtement, on n'a pas d'explication convaincante, et d'autant plus que on n'a pas d'explication qui pourrait être étayée par des données. Donc, Mhm. ça Bah, resterait. évidemment que tu ne vas pas trouver ces genres d'explications dans les données. Là, pour les coups, il faut entrer avec les gros sabots des théories plus ou moins approximatives. Je vois que Mathilde et Abdoulaye veulent poser la question. Je vais tout de suite vous donner la possibilité de poser la question, mais je vais juste donc terminer ou clôturer ma propre question de tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que les sentiments d'injustice qui apparaît dans le contexte des électeurs de Mélenchon est beaucoup plus violent. Il se situe véritablement dans la perspective de lutte des classes. Et à ce titre, leur attitude doit être revendicatrice parce qu'elle elle a oui, elle se situe dans une espèce d'animosité qui est, à mon avis, évidemment tout à fait justifiée étant donné l'ensemble de leurs positions. Les électeurs des Hamon, ce sont des électeurs qui font déjà partie d'une autre classe sociale généralement, donc on sait très bien que ce sont plutôt j'en fais partie, hein, donc de gens qui des bobos, hein, pour moi, c'est pas du tout une insulte, Oui, c'est non, bien notre sûr. triste sort. Mais, mais de facto, donc des gens qui ont l'impression qu'ils ont eu de façon souvent injuste, c'est-à-dire injuste, pas suite à des crimes, hein, mais par hasard, on a eu un peu plus de choses que les autres. Et on a plutôt envie de partager immédiatement parce qu'on n'est pas dans l'adversité, mais dans l'envie Bien de sûr. partager bêtement, ce qui est parfois tout à fait contre-productif, tout à fait, par ailleurs comparé à des actions beaucoup plus directes des mélenchonistes. Mais je pense que ce sont vraiment deux Mhm. attitudes des gauches qui sont tout à fait envisageables. Et de nouveau, donc, pour juste citer Axel Honneth, qui a vraiment très joliment théorisé cette histoire, il y a une certaine gauche il y a un certain type d'électeurs, et ces électeurs se retrouvent d'ailleurs du côté du Front National aussi, mais il y a une partie des lecteurs qui ne se sentent pas reconnus
Et c'est cette absence de reconnaissance, donc absence de reconnaissance de sa place dans la société, de sa légitimité dans la société, qui crée une certaine adversité. Et je pense qu'une partie de ces gens votent Jean-Luc Mélenchon et ils font très bien. Donc, je pense que c'est la question de la... Et justement, hein, Axel Honneth, il a théorisé le dialogue entre... Il est entré en dialogue avec Nancy Fraser, une philosophe américaine cette fois-ci, autour de la question de savoir s'il faut privilégier la distribution, la redistribution, ou il vaut mieux privilégier davantage la reconnaissance comme un premier pas vers la possibilité du comportement de redistribution. Bref, donc tout ça, c'est vraiment très précieux, tout ce que tu as donné, parce que ça va vraiment ça permet de faire dialoguer les données avec nos Ouais, théories. ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ceci dit, Anna, pour réagir, parce que j'ai un élément qui me revient en tête, on avait regardé si, entre les trois groupes d'électeurs, Mélenchon, Hamon, Macron, on avait regardé s'il y avait des différences significatives de CSP, notamment, d'âge et de CSP. Et en fait, il se trouve que non. En fait, tu n'as pas vraiment de différence. En fait, du coup, dans notre échantillon. Mais par contre, ce qui va dans ton sens, c'est que c'était le cas dans notre échantillon, mais ce n'est pas le cas à l'échelle nationale, quoi. Donc, tu vois, donc en réalité, ouais. Et ouais, je trouve que cette piste-là éclaire de façon intéressante ce résultat, sur différence entre reconnaissance et redistribution. Oui, c'est très pertinent. Mais en même temps, pour le CSP, tu as un petit problème parce que quand tu es confronté à un étudiant, je suppose que tu ne demandes pas la question, tu lui poses pas la question de savoir d'où il vient, non? Non, c'est en fait, les Voilà, c'est un mesures étudiant. sociodémographiques qu'on a, c'est très restreint, hein. En gros, c'est âge, sexe, CSP. C'est tout. Oui, donc pour toi, déjà, étudiant fait partie d'une catégorie plutôt privilégiée, alors qu'il peut venir en Complètement. réalité d'un background beaucoup moins privilégié. J'arrête, pardon. Mathilde Mus, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Donc moi, je suis étudiante de master en sciences cognitives, donc j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Et ce dont vous parlez par rapport à la perception de la chance et de l'effort, ça m'a vraiment fait penser à une étude de chercheurs danois, Michael Petersen et Lynn Heroui, qui justement montrent que en fait, donc là vous parlez de la perception de la chance et de l'effort comme étant reliés à la situation personnelle, mais eux ils prennent ça comme plutôt les idées qu'on a sur les bénéficiaires de la redistribution. Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt malchanceuses ou si c'est des personnes, entre guillemets, qui mériteraient d'être dans cette situation? Enfin, voilà, là, vraiment, est-ce que c'est lié à l'effort ou à la chance, la situation dans lesquelles se trouvent les bénéficiaires de la redistribution? Et eux, justement, montrent, en présentant des scénarios où ils varient cette perception-là des personnes qui reçoivent de l'aide par la redistribution, il montre que justement c'est un déterminant très très fort des attitudes redistributives. Et ce qui est assez impressionnant, je trouve, dans ce cas-là, c'est qu'il montre que des Américains et des Danois, où on se dit ah ben les Américains sont plutôt anti-redistribution et les Danois plutôt pro-redistribution, en fait, avec cette variable-là de la perception de la chance et de l'effort, ça lisse complètement les différences. Et je trouvais ça très, voilà, mettre en regard peut-être avec vos données sur ça. Et voilà, du coup, c'était juste un Non, commentaire mais, par rapport à ça. ben, merci beaucoup, hein. Je suis très preneur de la référence, du coup, hein, si tu l'as. Euh, ouais, c'est très Oui, pertinent. Ça résonne totalement avec les résultats de l'étude. Donc, je suis très preneur de la référence de l'étude, si tu l'as. bien sûr, je la mets dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci Mathilde. Abdoulaye, c'est à toi. Ou c'est à vous, parce que je ne sais pas si c'est l'Abdoulaye auquel je pense. Allô, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Tout à Ah, fait. bonjour. Bonjour depuis Dakar, hein, le Sénégal. Ah bah, super. Oui, oui, il y a encore du soleil ici, hein. Oui, à Bon, la lettre, merci. je ne sais pas ce qui est pire. Oui, ouais, merci pour l'exposé. Alors, je voudrais un peu revenir par rapport à la toile de fond de votre intervention. Si je comprends bien, justement, c'est en rupture avec le modèle classique au niveau classique, notamment en économie. Rupture donc par rapport à cette vieille idée que l'agent, qu'il soit économique ou psychologique, est un agent qui est rationnel. Je voudrais savoir si dans votre positionnement, euh,
vous êtes servi un peu des positions de Boudon. Servi, je ne voulais pas dire servi. Comment vous vous situez par rapport aux positions de Boudon, notamment par rapport à cette idée qu'il y a ce qu'il appelle de bonnes raisons lorsqu'on a à expliquer un comportement de type social social ou politique. Comment vous vous situez par rapport justement à Raymond Boudon sur cette question-là? Merci. Merci pour votre question. Alors, Boudon, alors je ne suis pas sociologue, hein, mais donc c'est le sociologue français qui, alors quand on considère l'évolution en fait d'une discipline, il y a une tendance générale bien sûr, et puis il y a des spécificités dans chaque pays. Il y a une tradition sociologique française, par exemple. Si vous comparez la sociologie française à la sociologie américaine, elles sont très différentes, que ce soit tant au plan méthodologique qu'au plan conceptuel. Et il en va de même pour l'économie, pour la psychologie, etc. Alors effectivement, en France, les idées de Boudon, dont à nouveau, hein, je suis loin d'être un spécialiste, mais ont beaucoup pesé dans le champ scientifique de la sociologie. Pour moi, ma perception à moi, c'est que l'évolution disciplinaire de l'économie et l'évolution disciplinaire de la sociologie, en tout cas en France, sont décorrélées. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'évolution de l'économie, donc ce que je décrivais en début d'exposé, l'évolution de l'économie vers une approche expérimentale a été influencée par les idées de Boudon en France? Je pense que non. Alors voilà, mais maintenant, donc je pense qu'il n'y a pas de causalité, il y a une corrélation, mais il n'y a pas de causalité. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu, à partir d'un certain moment au XXe siècle, une prise de conscience générale, transverse aux disciplines, suivant laquelle une meilleure prise en compte de la psychologie humaine était nécessaire. Et ça s'est retrouvé en sociologie, en économie. Voilà ma modeste réponse. En sociologie et en économie, toutes les deux, les disciplines de droite, n'est-ce pas? Ça, là, pour les cours, c'est le parti de ces disciplines qui appartiennent plutôt à la droite. Non, c'est vrai que la psychologie joue plutôt, notamment celle que tu fais, joue plutôt dans la cour de la droite. Hein, et ce que j'essaie évidemment de faire ici, c'est de la réapprivoiser de l'autre côté, voilà, avec... dans la mesure du possible. Bien, on a quelques questions sur le chat. Il y a une question formelle que je ne comprends pas très bien parce que je n'ai pas vu cette diapositive, mais j'ai l'impression que la personne qui a posé la question est déjà partie. Jean-Christophe Weber ajoute que la civilisation se fonde sur un sentiment de culpabilité. Un test qui l'explorerait pourrait servir de contrôle dans ce genre d'expérience. C'est très intéressant ça, effectivement. Une mesure de la culpabilité? Oui, pour le groupe, pour contrôler, oui, la direction de cette... Bien sûr. Pour comprendre la différence déjà qui t'a sauté aux yeux, qui ne va pas de soi. Donc, je pense que la culpabilité dans le groupe Hamon serait assez haute, quoi, et là, dans le groupe Mélenchon, beaucoup moins. Mais c'est à voir. Ouais, c'est une piste. Jean-Christophe, est-ce qu'on peut compter sur toi pour donner la définition, faire une échelle, etc. Je suis preneur d'une échelle. Jean-Christophe, hélas, Weber n'a pas de micro, donc on peut dire ce qu'on veut et il ne va pas pouvoir se défendre. Bien, Jérémy Boulanger nous dit merci, oui, merci pour votre présentation. Serait-il envisageable que les méthodes de communication, le langage politique, la nouvelle langue puissent influencer les comportements de la redistribution? Compléter ces données avec une analyse linguistique pourrait-elle être envisagée? Oui. De mémoire, donc dans la description de l'article, on souligne, il y a une publication, alors je ne sais plus en rapport avec quelle élection majeure ces dernières années, mais en tout cas une élection majeure, avait justement analysé la dynamique
la dynamique dans l'opinion au travers des réseaux sociaux et au travers de Twitter. Donc là, il y a des méthodes pour faire ça en analyse du langage. Et est-ce que ces informations peuvent éclairer, enrichir les données expérimentales obtenues? Bien sûr, elles peuvent jeter un éclairage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent un vecteur de communication incontournable. Bon, comme toujours, il faut séparer le signal du bruit. Et on a beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Mais oui, alors je n'ai pas d'idée précise méthodologiquement sur comment faire, mais sur le principe, oui, ma réponse à ça est bien sûr positive. Merci, merci pour ça. Pardon, je me permets juste de mettre dans le chat aussi une petite conférence que j'ai organisée, un séminaire que j'ai mis en place avec Emmanuel Reynaud, consacré exactement à la question de la distribution et de la reconnaissance. Donc, juste pour poser quelques bases conceptuelles, je vous invite vivement. C'est très clair. J'ai demandé à Emmanuel Reynaud d'être très scolaire. Il l'était et c'est scolaire dans le très très bon sens du terme. Donc je vous invite vivement à jeter un coup d'œil sur cela. Et voilà. Et moi j'ai une petite question. J'ai une petite question sur la normativité qui pourrait en découler. Est-ce que ça va en réalité dans le même sens que la question de Jérôme, sauf que je ne suis pas aussi opposée à des mesures de manipulation en un sens. Donc, est-ce que les connaissances que tu proposes, est-ce que ces connaissances peuvent nous montrer comment apprivoiser davantage les comportements de redistribution? Comment faire pour que ce soit envisageable, pour que ce soit désirable et non pas, pour que ce ne soit pas aussi rejeté cette fois-ci, non pas par la gauche, mais plutôt par l'autre côté du spectre politique. Oui, c'est une question qui est fondamentale en réalité. À la fin, donc dans la discussion, le dernier point que je soulignais, c'est étudier les différences entre groupes politiques, groupes d'électeurs, et notamment leur influençabilité. Là, on voit que, par exemple, le simple fait de dire à des gens « vous faites mieux que la plupart des gens ou moins bien », on voit que ça influence leur comportement de redistribution. Donc, c'est une information qui a le potentiel d'outil de manipulation. Alors, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, les sciences du comportement montrent voilà, que ce facteur peut influencer le comportement, et donc qu'est-ce qu'on en fait. Donc ça peut être un outil dangereux, ça peut être un outil de manipulation, d'autant plus quand il s'agit d'influencer les électeurs et donc le cours d'une élection. Oui, alors l'influence, après, tout dépend de... Il faut considérer aussi ce qu'on appelle la taille de l'effet statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un effet extraordinaire, mais ça peut jouer à grande échelle. Et donc, voilà, la question, c'est... Mais c'est vrai pour toutes les sciences du comportement en général. Vous voyez, sur la question des nudges, bah oui, le nudge, c'est un outil pour influencer les comportements. Et la question, c'est dans quel sens on influence les comportements. Thaler, qui est l'auteur du concept de nudge, raconte l'anecdote que quand il dédicace son bouquin Nudge, il signe toujours Nudge for Good, parce qu'on peut nudger, mais pas for good. Et donc là, c'est pareil, on peut influencer les électeurs dans un sens, moins redistribué ou davantage redistribué. Donc, mais tu as raison, hein, c'est une question qui est fondamentale. Là, à l'instant, j'essayais, mais je n'ai pas trouvé, quand tu répondais, de trouver une des dernières sorties du président Trump, quand il a dit à ceux qui ont attaqué le Capitole au milieu de la catastrophe, il a dit « Vous êtes vraiment des gens formidables, vous êtes le meilleur d'entre nous presque, maintenant rentrez chez vous, etc. » Donc effectivement, il n'est pas du tout dans la... Il a utilisé exactement la technique que tu suggères, hein, donc ça marchait plus ou moins bien parce qu'ils se sont sentis un tout petit peu trahis. Trump aurait dû attaquer le Capitole avec eux, il n'était pas sur place, mais bon, comme quoi il n'était pas entièrement parfait comme président. Charlotte Picard, vous avez une question.
Oui, bonsoir. Oula, non, je ne vais pas mettre ma tête. Je suis désolée, je l'ai vu et ce n'est pas possible. J'ai une question parce que, alors je ne suis pas du tout chercheuse. Moi, je fais de la politique, donc malgré tout, votre matière m'intéresse, non pas des deux côtés, hein, du côté psychologie et du côté politique, mais mon biais est par le politique et pas par la psychologie. Du coup, j'ai une question aux chercheurs que vous êtes sur ce déplacement qu'on a vu justement sur l'élection que vous avez utilisée, celle de 2017, où le clivage était plus gauche-droite, donc conservateur et progressiste, mais le clivage s'est retrouvé, alors je vais peut-être choquer quelques personnes, mais pour moi, Macron, il est extrême centriste. C'est-à-dire qu'un centriste, pour moi, c'est François Bayrou. Mais Emmanuel Macron, il n'est pas centriste, c'est-à-dire qu'il est extrêmement libéral, quoi. Et donc, on a extrême centre et extrême droite qui continuent, malgré tout, malgré toutes les preuves que nous avons les unes après les autres, à tenir le haut du débat, quoi. Et donc, du coup, sur ce que vous avez expliqué, alors on est à la maison, donc on est coupé dans nos explications, dans notre écoute de la conférence, des enfants, des choses comme ça. Je comprends bien dans le clivage gauche-droite, entre la chance et les efforts, entre le fait de rééquilibrer les chances pour la gauche et le mérite pour la droite. Je pense que les deux font sens. C'est juste deux points de vue sur le monde pour moi. Moi, j'ai choisi le mien, hein, je suis au PS, donc c'est la redistribution, mais j'entends très bien qu'on puisse dire que l'effort prime. Je n'arrive pas à trouver ce qui anime les deux pôles aujourd'hui, c'est-à-dire l'extrême libéralisme et l'extrême droite. L'extrême droite, je vois bien qu'il y a une espèce de colère derrière, mais je ne vois pas, donc sur cette question même de la redistribution, j'ai l'impression que c'est absent de leur débat, en fait, du débat qu'ils posent sur la table. J'ai l'impression que ça a disparu. Alors, peut-être que je me trompe et peut-être que je suis extrêmement biaisée, mais c'est comme si le libéralisme avait tellement gagné tous les esprits que les individus ne faisaient plus jamais partie d'un groupe, et donc on se bat pour chaque individu, mais les groupes n'existent plus, donc la redistribution ne peut même plus être pensée. En tout cas, c'est mon sentiment en ce moment, et j'essaye de trouver de quoi tresser quelque chose pour essayer d'en sortir, mais je dois vous avouer ma grande incompétence et un nombre de livres qui s'accumulent sur le bureau pour essayer de réfléchir à ça, qui s'accumulent beaucoup, et mon cerveau qui n'arrive pas forcément à trouver des réponses adéquates. En tout cas, je vous remercie, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre commentaire. Et, alors, j'en profite pour souligner pour rebondir sur votre commentaire, que à titre personnel, je trouve que la psychologie a ceci d'intéressant qu'elle permet de connecter à la fois des aspects scientifiques, comme ceux que j'ai pu montrer, et puis des aspects politiques à proprement parler, et d'où la richesse de ce champ. Et alors, pour en venir à votre commentaire, ça renvoie, selon moi, à cette difficile question de l'appréhension et de la théorisation du positionnement politique. Voilà, une question qui a été adressée depuis longtemps, hein, par les chercheurs, c'est au fond quelles sont les dimensions fondamentales du positionnement politique. Alors oui, l'attitude envers la redistribution, envers le progrès, envers les inégalités, etc. C'est cette dynamique, le poids accordé à chacune de ces dimensions évolue au cours du temps, évolue au gré de la croissance, par exemple, des inégalités, qui va mettre en avant davantage certaines dimensions. Aujourd'hui, à mon sens, alors c'est ma perception, c'est que, étant donné la montée des inégalités, que ce soit des inégalités économiques, sociales, environnementales,
la question de la redistribution est plus que jamais d'actualité. Et dans cette perspective, comprendre l'attitude individuelle des personnes envers la redistribution est un enjeu important. Quant à savoir, est-ce que, voilà, c'est ce que vous mentionnez, est-ce que voilà, la redistribution a disparu, enfin, en tout cas n'occupe pas la place qu'elle devrait occuper dans le débat public aujourd'hui? Je pense qu'elle n'est peut-être pas mentionnée explicitement, mais de façon sous-jacente, je pense que c'est l'une des 2-3 thématiques clés aujourd'hui. Mais peut-être qu'effectivement, elle n'est pas formulée dans ces termes. Moi, j'ai l'impression qu'à droite, la redistribution est formulée en d'autres termes, précisément, c'est-à-dire on parle de la lutte contre les élites, tout simplement, la réification des élites. Je pense que ça fait partie c'est le même signal, c'est le même désir, finalement, c'est la même lutte contre la justice, mais dire que c'est la même, c'est beaucoup dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est formulé tout simplement de façon différente. L'adversité ou l'hostilité est adressée à des personnes à droite, à l'extrême droite, au lieu d'être adressée au système, comme c'est le cas dans le contexte du marxisme, de toute forme à gauche, tout simplement, où Marx est le premier à dire que ce ne sont pas les capitalistes qui sont coupables de l'accumulation du capital. C'est vraiment le fonctionnement du système. Donc, le désir de la lutte contre l'accumulation des biens, je pense, est assez similaire des deux côtés. Effectivement, Mélenchon, il a fait un choix aussi un tout petit peu de réifier son ennemi avec ses outils, disons, populistes développés par Chantal Mouffe. C'est une tentative qui est tout à fait intéressante sur l'échiquier politique, à voir comment ça va se développer, espérant qu'il va réussir à séduire 2-3 personnes qui ne vont pas voter pour l'extrême droite. Mais hélas, les passages, et ça c'est Eric Fassin qui en parle depuis très, très longtemps, hélas, les passages de l'extrême droite, donc du Front national, du Rassemblement national vers Mélenchon, ça se fait exceptionnellement. C'est beaucoup plus rare que ce qui a été espéré par ceux qui ont inventé les projets politiques de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Il y a Florian qui nous dit que ce serait intéressant de avoir une telle étude avec l'émergence d'une droite redistributrice avec Aurélien Pradier, notamment, je ne connais pas, hélas, Aurélien Pradier. Il y a Jérémy qui dit, ça c'est une question à moi, comment faites-vous le lien entre les facteurs de la redistribution et les résultats de l'élection présidentielle polonaise? Oh mon Dieu, camarade. J'ai écrit sur ça, donc je vais vous donner le lien tout de suite dans le chat, parce que c'était exactement le thème de ma dernière publication sur la Pologne, je crois. Donc, et sinon, quelqu'un d'autre a posé la question sur James. Quelle expérience menez-vous actuellement sur le comportement des redistributions? Et moi, je me mets à chercher mon article. Actuellement, pas en cours en ce moment. En fait, ce qu'on avait prévu de faire avec les collègues du Centre d'économie de la Sorbonne, on avait prévu de prolonger cette expérience dans le cadre d'autres élections. En fait, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, ces projets sont toujours d'actualité. Et notamment parce que, alors, comme je l'ai souligné, il y avait plusieurs limites dans notre étude, mais on voudrait notamment avoir un échantillon plus représentatif quant aux positions politiques. Et on voudrait notamment avoir des électeurs de droite pour voir leur comportement redistributif. Et ça fait un peu écho à la question sur la droite redistributive. Ben oui, ce serait une bonne occasion de voir si la droite peut être redistributive aussi. Vincent, je ne sais pas si tu vois les questions dans le chat. Il y a Mathilde qui pose une question. Bonjour, merci pour cette présentation. Dans votre schéma au début de la diapo,
Donc, si éventuellement tu veux remettre le diapositive, c'est tout à fait possible. Vous avez présenté un modèle liant croyances, attitudes et comportements de redistribution. Pourriez-vous nous donner des exemples précis des croyances qui ont été identifiées comme ayant des influences sur les attitudes déterminant les comportements de redistribution? Des, Probablement la question. Ouais. des exemples précis de croyances qui ont été identifiées. Je pense que la question porte sur ton test ou sur les questions que vous avez posées à vos sujets, non? Alors, je pense que non, c'est dans la case que je mettais croyance, principe. Bah, c'est le principe, il y a un des principes que j'ai affiché, c'est le principe de responsabilité. Alors, c'est accountability, à nouveau en anglais, hein, c'est toujours un peu difficile à traduire en français, mais c'est cette idée qu'en fait, on est accountable en fait, de ce qui nous arrive. Et donc, bah, c'est un peu l'idée que ma croyance générale sur est-ce que ce qui arrive dans la vie relève davantage du hasard ou de l'effort. Voilà, est-ce que ma fortune personnelle relève du hasard et de l'effort, et ceci influence mon attitude envers la redistribution. Si je pense que ce qui nous arrive dans la vie relève des circonstances, bien sûr, ça justifie la redistribution. Si au contraire, bah, chacun a ce qu'il mérite, voilà, dans ce cas, je suis censé être moins favorable à la redistribution. Donc, pour répondre à ta question, un principe général, c'est celui qui est mis en avant, c'est ce principe de responsabilité. Très intéressant. Quelqu'un pose la question de savoir si c'est peut-être l'échelle de right-wing authoritarianism. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, c'est une échelle qui est très connue en psychologie politique. Cette échelle-là, de ce qu'on appelle l'autoritarisme de droite, alors c'est un des sujets centraux d'ailleurs en psychologie politique historiquement, ça fait référence aux travaux pionniers de Adorno dans les années 1950, avec son livre classique qui s'appelle Authoritarian personality. exactement, la théorie de la personnalité autoritaire. Et donc il y a une échelle, c'est-à-dire que les chercheurs se sont dit tiens, c'est un concept intéressant, et donc il faudrait une échelle qui permette de mesurer ça. Mais donc non, on n'a pas mesuré ça parce que en fait, la simple échelle de Likert en 7 points de positionnement politique, en fait, capture déjà très bien l'opinion politique. Oui, et dominance sociale, je vois croyance dans un monde juste. Tout à fait, ça, c'est des échelles qui sont typiquement utilisées en psychologie politique, mais dans le cadre de notre étude, ce n'est pas des échelles qui étaient en lien avec l'hypothèse qu'on cherchait à tester. Je suis en train de chercher à l'échelle d'Adorno pour montrer aux gens. Ouais, là, c'est assez fou. Hein, je dirais la violence des questions qui sont posées dans cette échelle, dans des échelles qui sont proposées dans ces livres, c'est assez impressionnant. Donc là, vous avez par exemple l'échelle de l'antisémitisme. Et tout simplement, les questions qui sont posées sont assez radicales. Hein. Donc là, il faut exprimer votre support plus ou moins grand devant des phrases du genre les Juifs semblent préférer le style de vie beaucoup plus luxueux, extravagant et sensuel, etc. Vous avez tout un ensemble je sais pas, des préjugés, des clichés, des choses qui sortent des endroits les plus noirs de notre civilisation, et vous testez avec cela, donc ça fait assez peur. Bien, je vois qu'il y a une petite remarque dans le chat. Peut-on dire que l'idéologie que l'on affiche ne correspond pas à notre comportement, qu'il y a l'image sociale que l'on veut donner et nos croyances profondes, celles-ci étant en conflit? Donc, iPhone nous pose la question de savoir si dans ton domaine, on peut parler du conflit entre ça et sur moi, je suppose. Oui, voilà. Non, mais ça renvoie à la question, la première question dans la discussion. Voilà, est-ce qu'il y a effectivement une dissociation entre mon vote et puis en fait mon comportement réel quand il s'agit de redistribuer, quoi. En psychologie, ça c'est une thématique récurrente, qui s'appelle d'ailleurs la dissociation, ce qui peut donner lieu à des cas de dissonance d'ailleurs, soit entre deux pensées, soit entre une pensée et un comportement. Effectivement, parfois, il peut y avoir une dissociation. Alors, est-ce que
les électeurs de Mélenchon sont davantage exposés à ce phénomène de dissociation, en tout cas concernant le comportement de redistribution. C'est possible. Ça reste à creuser. Mais oui, c'est une piste possible. En tout cas, si c'était le cas, effectivement, ce serait pas, pour des psychologues, ce ne serait pas surprenant, parce qu'on sait que ce phénomène de dissociation entre attitude et comportement peut exister. Ou tout simplement, peut-être une partie des électeurs de Mélenchon a cette dissociation, Ouais, une partie est juste en colère, et puis il y a tout un ensemble de facteurs qui se rencontrent pour donner le même phénomène, pour ainsi dire, non? complètement, ça peut être juste une partie, mais cette partie est suffisante pour donner lieu à la différence statistique enfin, à l'effet statistique, bien sûr. Aussi, ouais, tout à fait. Bien. Chers camarades, dites si vous avez encore des questions ou des remarques. Je pense qu'au fond, c'est ça la question de fond, en réalité. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'avoir une grille de lecture qui nous permet de... En tout cas, une certitude aujourd'hui, c'est qui est partagée à la fois par les politologues, les politiques et les chercheurs, c'est que la grille de lecture habituelle, extrêmement simple, mais qui néanmoins nous permet de rendre les choses un peu intelligibles, c'est que le continuum droite-gauche, aujourd'hui, est clairement insuffisant pour mieux comprendre. Est-ce que le reprofilage des lignes politiques au lendemain de l'élection de 2017 va perdurer dans le temps, ou alors est-ce que ce sera probablement quelque chose de différent la prochaine fois? Je pense que c'est très difficile à estimer. Mais moi, je pense je suis en cela la thèse et donc le titre du livre que je mentionnais de Jérôme Fourquet, L'archipel français. Je pense qu'en fait, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est des agrégats en réalité. C'est des agrégats, c'est des îlots, voilà, d'où la métaphore de l'archipel, de communautés, de groupes, etc. Ce qui fait que c'est difficile de dégager des lignes, des grandes lignes de lecture pour rendre les choses intelligibles. Dès lors que vous avez un agrégat, un archipel de groupes hétérogènes, et hétérogènes sur plusieurs dimensions, bah, ça devient difficile de dégager des dimensions, un nombre restreint de dimensions fondamentales. Sans doute. Il y a Clara qui voulait poser la question. Clara, est-ce que vous voulez parler ou je lis votre question? Alors, donc j'ai encore une question. Cette perception du succès en tant que mérite ou hasardeux varie-t-elle en fonction du genre? C'est une question empirique. On peut trouver la réponse dans les données. Et pour être honnête, je ne crois pas qu'on ait fait cette analyse. Mais je peux faire l'analyse sur les données. Mais c'est une question intéressante, effectivement. Voilà, donc je te propose... Et tu en sais davantage sur d'autres. Est-ce que tu as une théorie sur cela de façon générale, indépendamment de cette étude? Est-ce que tu as déjà travaillé sur ces questions ou tu as déjà... je suis certaine que tes étudiants et tes étudiantes te posent ce type de questions assez souvent. Alors, il se trouve que aux étudiants, je peux présenter encore ce genre d'études. Mais ceci dit, est-ce que d'une façon générale, les études montrent des différences de genre dans le comportement de redistribution? Ou aussi dans les comportements, dans toutes sortes de décisions politiques, tout simplement. Oui, dans le genre, il y a clairement. Hein. Par exemple, voilà, les femmes se portent moins sur les extrêmes comparé aux hommes. Mais dans le cas du comportement de redistribution, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc Là, je suis assez surprise à propos de gens que les femmes sont davantage vaccinosceptiques ou vaccino-hésitantes. Ah oui? Ouais. Non, mais alors ça, c'est pas étonnant du tout, parce que c'est en psychologie de la décision, c'est un résultat connu, que les femmes sont plus averses au risque que les hommes. D'accord, pour toi, c'est les risques. Donc, ça explique Ouais. aussi, par exemple, le fait que là, je fais partie du groupe de gens qui se sont manifestés pour faire partie, pour être de cobayes pour des vaccins. Et j'ai vu qu'il y avait à peu près 30% des femmes, 70% des hommes. Donc, ça va dans le même sens. Ouais, pour moi, ça s'explique en termes d'aversion du risque. Et le fait que les femmes ils sont plus sensibles.
Et tu as une explication de fond pour ça ou c'est juste un phénomène régulier comme... Alors, une explication de fond, non, mais en tout cas, c'est un résultat connu en psychologie de la décision. Les méta-analyses montrent qu'il y a une vraie différence. Mais sinon, non, en termes d'explication, non. J'ai pas de... Bien, Mathilde nous pose la question qui va être probablement notre dernière. Prévoyez-vous de répliquer cette expérience dans d'autres pays avec notamment des systèmes politiques différents de celui du système français? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un résultat plutôt universel ou qui dépend fortement des systèmes politiques, des groupements politiques locaux? C'est une bonne question. Alors, très rapidement, un élément de réponse à ça, d'ailleurs, ça rejoint un peu la remarque que Mathilde faisait tout à l'heure. Il y a des études qui montrent que si tu fais des comparaisons par pays, le degré moyen de la population de croyance dans l'influence du hasard ou de l'effort sur la fortune personnelle est corrélé avec le système redistributif en place dans le pays, notamment mesuré par la fiscalité. Donc, ça conforte l'idée qu'il serait intéressant de comparer, de mener cette étude dans le cas de pays et de systèmes qui ont des systèmes de redistribution différents, avec l'idée que, alors en moyenne, même si en moyenne il y a des différences entre les pays, entre les individus d'un même pays, je pense qu'il y aura quand même des différences. Donc, pour prendre une métaphore, peut-être que les niveaux seraient différents, mais le pattern dans chaque niveau serait peut-être le même. Ma prédiction, c'est qu'il serait le même. L'effet de Doppler, je pense que ce serait le même. Non, c'est très intéressant. À voir, donc, à voir. On attend les prochaines études. Si tu veux, apparemment, la Pologne est intéressante. Ouais, voilà, et voilà, c'est un bon exemple de comparaison. Très bien. Super. Donc, cher Vincent, on va s'arrêter là. On va plus